Donc, les travaux dont je vais vous faire une synthèse et vous donner un aperçu aujourd'hui sont issus de programmes de type donc, études amont, comme c'est écrit, et dans le cadre de programmes donc, conclus avec notre client étatique, la DGA. Et pour cela, je la remercie de nous faire progresser dans l'innovation que l'on peut apporter au MCO. Comme vous pouvez le constater, la présentation du jour porte plus particulièrement sur le MCO des lignes d'arbres. Et donc je vais tenter de vous donner un aperçu du quotidien du MCO des lignes d'arbres. Donc ça passe par des images pas forcément très agréables, mais je précise d'entrée qu'elles sont issues de l'Internet et qu'elles touchent des navires d'autres marines. Voilà, alors la présentation s'articule tout simplement de la façon suivante, avec une première série de planches plutôt didactiques visant à vous faire comprendre le fonctionnement et les principales problématiques des lignes d'arbres en MCO. Enfin, j'illustrerai ces problématiques par des exemples de faits techniques, comme je vous le disais, issus de l'Internet. Et enfin, je vous exposerai plutôt les solutions que nous proposons d'appliquer pour éviter que ce type de désordre ne se manifeste. Voilà, donc ces solutions concernent à la fois, et je ne m'attarderai pas trop sur la thématique parce qu'elle a déjà été assez largement évoquée ce matin, le monitoring donc des structures, la détection de potentiels défauts et également la garantie de la durabilité de ces structures. Alors, concernant le fonctionnement et les problématiques des lignes d'arbres en MCO, je commence par une image choc, qui est donc, vous le voyez ici, une rupture de ligne d'arbre d'un sous-marin allemand dans les années 40. Tout ça pour vous dire qu'une ligne d'arbre, tout le monde sait que ça contribue à la sécurité plongée, naturellement. Par contre, ça vit longtemps. Idéalement la durée de vie du bateau, donc 30 à 40 ans, et ça tourne, ça frotte, ça vibre, et surtout c'est partiellement en eau, qui est un environnement très très agressif. Donc là vous avez l'exemple d'une fissure je ne sais pas si c'est très très visible pour tout le monde, dans le quart supérieur droit de la section cassée, vous avez un exemple type de la propagation d'une fissure de fatigue, qui a propagé jusqu'à atteindre le rayon intérieur de l'arbre et puis qui s'est ensuite cassé brutalement lorsqu'il n'y avait plus assez de matière pour résister aux diverses sollicitations. Donc pour éviter qu'on en arrive là, on a beaucoup de travaux en route. Tous ne touchent pas au MCO. Je vais vous exposer ceux qui touchent plus précisément au MCO et qui apportent des innovations majeures. Alors je suis obligé de passer par une planche un petit peu pédagogique, qui l'est peut-être à outrance pour certains, ou pas suffisamment pour d'autres. Toujours est-il qu'elle vise à vous faire comprendre les principaux ennemis du MCO en ligne d'arbre. Donc la ligne d'arbre, peut-être que certains ne savent pas du tout ce que c'est, je l'espère pas. C'est un ensemble d'arbres ou de réunions d'arbres de plusieurs dizaines de mètres sur bâtiments de surface, donc un peu moins sur sous-marin bien souvent. Ici vous avez une schématisation de coupe d'un sous-marin. Donc ce corps long traverse la coque épaisse pour relier à son extrémité droite une source motrice qui va l'impliquer en rotation, qui va l'entraîner en rotation, et puis à son extrémité gauche sur le schéma, un propulseur donc qui baigne naturellement dans l'eau de mer, qui va produire un coup plus résistant et une poussée faisant avancer le navire naturellement. Donc cette ligne d'arbre, elle voit toute la poussée du navire, qu'elle retransmet à un organe qui s'appelle la butée, donc dans laquelle se produisent des contacts à l'échelle du micromètre, séparés par des films d'huile. Donc là, ça commence à être de la mécanique très fine, et qui est supporté et relié à la coque, donc pour transmettre toute la poussée du navire, par un carlingage qu'on voit en dessous la petite structure. Donc cette structure, déjà, il faut savoir qu'elle est susceptible de fléchir sous l'effet des centaines de kilonewtons de poussée, ça veut dire plusieurs dizaines de tonnes de poussée, avec des précisions du micromètre, ça fait assez difficilement bon ménage. Ça, c'est pour la partie interne qui se passe plutôt bien. Pour la partie externe, donc qui baigne dans l'eau, là on a des dizaines de tonnes qui sont supportées en porte-à-faux et qui tournent. Et puis là, c'est pris dans un palier, ce qu'on appelle un palier lubrifié à l'eau de mer, le palier immergé.
souvent unique sur un sous-marin, parfois plusieurs paliers de ce type-là sur un bâtiment de surface. Et ce palier, c'est un saucissonnage de plusieurs surfaces qui sont censées ne pas bouger, mais on sait bien que l'eau aime bien s'immiscer un petit peu partout où elle le peut, et elle a naturellement tendance à s'engouffrer dès lors qu'un petit passage lui est offert. Alors afin de ne pas lui offrir de passage, on applique bien sûr des revêtements de type anti-corrosion, qui sont représentés en vert sur le schéma. Mais vous le verrez par la suite, il arrive parfois que ce revêtement ait tendance à avoir des soucis, laissant libre cours à l'infiltration d'eau qui peut provoquer de la corrosion. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que vous comprenez désormais assez facilement que les principaux problèmes contre lesquels il va falloir lutter, ce sont à la fois l'usure, la corrosion et la fatigue mécanique sous l'effet de la rotation répétée. Voilà. Ce ne sera pas plus long que ça pour la partie théorique. Maintenant, on va passer à des choses plus concrètes et à une deuxième partie dans laquelle je vais tout d'abord vous illustrer quelques exemples types de faits techniques relatifs à chacun des effets que je vous ai présentés, avant de vous montrer les solutions que nous investiguons dans le cadre du contrat évoqué. Alors, concernant les solutions, je ne pourrais malheureusement pas vous les décrire trop en détail parce qu'elles sont encore en cours de travaux dans le cadre d'un contrat qui comporte de la confidentialité. J'essaierai néanmoins de vous en dire le plus possible et de répondre à vos questions. Voilà, alors j'ai classé les faits techniques en 3 catégories, on peut dire. Ceux qui sont issus de problèmes de conception, ceux qui sont issus de manquements à l'entretien ou de défauts de conception, de détection, pardon, ou bien issus d'événements exceptionnels, auxquels on ne peut rien. J'ai essayé d'illustrer chacun d'entre eux à l'aide d'images trouvées sur le net. Alors là, il s'agit clairement d'un problème de conception, puisqu'on est à l'intérieur d'un tube étambot et d'un palier, plus précisément, où là on a eu un mauvais dimensionnement qui a donné lieu à complètement un fouettement dynamique qui a entraîné l'arbre en rotation dans son palier et allé frotter largement plus que de raison sur les coussinets de ce palier. Donc là, on a un dégât qui est mesuré, qui a pu être probablement perçu assez tôt lors d'un arrêt technique, mais c'est toujours dommageable et ça peut avoir des conséquences dramatiques. Là, on a un second exemple de dégâts causés par, cette fois-ci, plutôt une combinaison de manquement à l'entretien et de défaut de détection. Il s'agit d'un dégât causé par de la corrosion de type caverneuse, très probablement lié à un défaut d'étanchéité sur un revêtement anti-corrosion, donc qui a provoqué une infiltration d'eau, puis une stagnation de l'eau dans cette zone. Et puis, bon, malheureusement, les personnes, en l'occurrence ici, s'en sont aperçues visiblement assez tard parce que le mal était déjà bien fait. Et enfin, on a le dégât ultime qui est la propagation de fissures, de fatigue, donc ici dans un arbre plein, qui fait écho à la première image que je vous ai passée, qui peut avoir des causes multiples que je n'interpréterai pas aujourd'hui. Voilà, alors tout ça pour vous dire que on sait assez bien, et ça a été assez bien exposé ce matin, le MCO, c'est notamment assurer l'entretien courant des navires. C'est aussi faire face à des situations exceptionnelles, comme celle que j'ai illustrée, mais c'est aussi mettre au point des outils et des méthodes innovantes pour prévenir ces situations ou bien y répondre de manière plus performante. Et dans ce cadre-là, nous avons souvent recours à des études dites amont, dont je vais vous présenter quelques résultats ou quelques études en cours. Donc c'est donc l'objet de ma troisième partie. Alors je commencerai tout de suite, puisqu'on était sur un problème de corrosion dans la planche précédente, par vous présenter une solution qu'on a mis en œuvre récemment pour pallier à des problèmes de déchirure de revêtement anti-corrosion. Le problème, c'est que souvent les infiltrations elles sont détectées assez tardivement, et puis on peut se demander comment on peut les réparer à ce moment-là. On a un peu allé regarder comment faisaient les autres marines, on n'a pas trouvé grand-chose à ce niveau-là, sans doute question de secret. Par contre, dans l'énergie, notamment dans le transport du gaz ou du pétrole, on a trouvé tout un tas de solutions applicables en eau. Donc ici, on voit dans le transport du gaz, la société Trenton qui propose un système donc, de bandes qui se passe sous la forme d'un complexe tricouche qui permet de protéger efficacement contre la corrosion et mécaniquement, avec la particularité de s'appliquer facilement sous l'eau.
Donc nous, on est allé tester ça, typiquement. Donc on a fait des tests en laboratoire pour aller identifier l'applicabilité de la solution, donc dans un environnement haut de mer, et sa bonne tenue, donc sous l'effet de la rotation, vérifier qu'elle résistait bien aux effets centrifuges, aux forces visqueuses de la rotation, qu'elle ne s'arrachait pas, etc. Et proposer des protocoles de réparation si le cas échéant la situation l'exigeait. Voilà pour un premier exemple. Ensuite, toujours pour les problèmes de corrosion, on comprend bien que ce serait bien si les problèmes, on pouvait les anticiper à l'avance. Donc là, on s'est lancé dans une démarche de monitoring. Alors monitoring, c'est un mot assez vaste. Là, l'idée, c'est simplement de s'éviter une inspection visuelle et forcément hasardeuse à chaque passage au bassin, d'aller dans les zones forcément difficiles d'accès, et de s'inspirer de ce qui a été fait par la marine, notamment américaine, qui avait déjà identifié une solution. Donc vous voyez ici des schémas qui ressemblent fortement à ce que j'ai pu vous montrer, donc issus de tests du MIT. Là, l'idée, c'était d'intégrer un capteur dès le neuvage à l'intérieur du revêtement anti-corrosion pour aller détecter, donc un capteur émettant une information pour aller détecter qui réagirait donc sous l'effet de l'humidité et qui pourrait transmettre l'information directement à un plongeur passant à proximité. Donc nous travaillons actuellement à l'étude de l'intégration d'un tel dispositif. Voilà, donc en ce qui concerne le monitoring, donc je vous ai parlé d'un monitoring pour suivre les problèmes de corrosion. On met en place aussi des solutions de monitoring de structure pour aller quantifier les dégâts que pourraient subir, ou du moins les dommages que pourraient subir des structures au cours de leur fonctionnement. Alors d'un point de vue purement mécanique. Alors cette approche, elle a deux vocations. Donc la première, c'est de quantifier les dégâts, et la deuxième, c'est, qui vient d'ailleurs avant, c'est de comprendre précisément ce qui se passe. Alors pour ce faire, on est allé instrumenter une FREMM, plus précisément la Bretagne, sur l'instrumentation en deux temps. Donc la première avait lieu à l'intérieur, il s'agissait de la ligne d'arbre bâbord, ici, sur laquelle nous avons instrumenté l'arbre en question, en jauge de déplacement, enfin jauge de déformation, capteur de déplacement, etc. Et le carlingage de butée, pour vraiment quantifier les sollicitations qu'ils voyaient sous l'effet de la houle, de l'ensoleillement, puisqu'on sait que ça joue un rôle sur la dilatation des tôles, et que l'arbre ne voit pas les mêmes dommages en fonction de ça. Et puis en termes de déplacement également, donc pour arriver à identifier le fonctionnement sur l'ensemble du panel de conditions opérationnelles. Voilà, ça c'est pour la partie, on va dire, facile, sauf que c'est plusieurs mois d'acquisition avec les problématiques que disait mon collègue sur la manière d'extraire les données intéressantes dans ces centaines de gigaoctets d'informations. Puis après, il y a la partie un petit peu plus difficile qui se passe à l'extérieur, où là, ça ne touchera pas une FREMM, et c'est en cours de travail. Là, on est vraiment en train de développer un dispositif spécifique qui sera installé dans la partie immergée, à proximité des paliers immergés, qui permettrait de capter toutes les grandeurs d'intérêt que je viens de vous citer dans un emplacement compact et en toute autonomie. Ce qui veut dire arriver à stocker l'information, accéder bien sûr à la zone d'intérêt, transmettre l'information, donc tout ça avec toutes les contraintes d'accessibilité ci-dessus. Donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant, parce qu'il y a un dépôt de brevet sur la chose. Mais j'ai bon espoir qu'on arrive un jour à le voir sur nos bateaux. Voilà, enfin, je crois qu'il me reste deux. J'ai une avant-dernière étude à vous présenter. Ça concerne ce qu'on aimerait bien faire en amont, idéalement. Donc, nous, on met beaucoup d'efforts à détecter les potentiels défauts. Les potentiels défauts, c'est des fissures. Mais qui dit fissure, dit aussi petites fissures, comme je vous le présente ici. Les fissures sont habituellement détectées dans les matériaux métalliques par l'utilisation des méthodes d'ultrasons. Nous, on est pour l'instant sur la méthode d'acoustique linéaire, en fait, où on balade un petit émetteur qui fait aussi office de récepteur sur le long d'une surface. Et puis, par effet de coin, elle va venir se réverbérer, puis aller atteindre le défaut jusqu'à signer en sens inverse. Bon, ça marche bien quand les défauts sont assez larges, assez grands, et puis qu'on sait où ils sont. Sauf que nous, dans le cadre de micro-fissures, on peut plutôt parler de micro-fissures que de fissures, il arrive souvent qu'on passe à travers, soit parce qu'on ne balaye pas assez finement l'espace est trop grand, le moyen pas forcément adapté, soit parce que tout simplement la fissure fermée ne signe pas du tout.
Donc là, on se propose d'aller mener des travaux qui sont typiquement amont et de s'inspirer de ce qui a été fait dans le génie civil notamment, et ainsi que dans les matériaux métalliques chez EDF qui commencent à travailler sur la question. C'est d'utiliser une technique multi-source basée sur plusieurs sources qui viendraient interférer entre elles et donner une image permettant de capter des défauts d'autres natures. Donc j'ai donné un exemple là où, par exemple, sur la figure du bas, pour un défaut isolé de type la fissure que j'ai présenté, on s'attendrait à voir l'image en bas à droite d'une signature très localisée, hein, donc le point rouge. Or, les techniques classiques aujourd'hui nous donnent une multitude de sources, si bien que l'opérateur, quand il voit ça, en fait, il dit « Oh, bah c'est un artefact, je passe à autre chose, j'ai rien du tout ». Et en fait, là, l'idée, c'est de s'approcher beaucoup plus du réel. Et notre ambition, c'est vraiment, à la fin de cette thèse, de définir le moyen industriel permettant de détecter et de dimensionner avec certitude ces petits défauts. Voilà. Enfin, le dernier sujet que je voulais traiter, dans la lignée de la détection, c'est, une fois qu'on l'a détecté, le défaut, il faut le réparer. Aujourd'hui, la plupart des marines le réparent de la même façon, c'est-à-dire enlèvement de matière brutale qui s'accompagne d'une perte de la résistance mécanique. Mais c'est ce qui est fait aujourd'hui. Nous, ce qu'on propose ici, c'est d'aller profiter de la progression de toutes les méthodes de fabrication additive et d'utiliser un rechargement qui permettrait de s'affranchir des contraintes qu'on a toujours eues, qui étaient les déformations liées au retrait du cordon, les contraintes résiduelles que cela implique, la zone affectée thermiquement, ainsi que les projections de soudage qui sont des sites préférentiels d'amorçage de la fatigue pour nos arbres. Donc avec la progression de ces procédés de fabrication additive, on est capable d'avoir des procédés qui sont beaucoup plus performants sur ces points-là, qui sont aujourd'hui testés dans d'autres industries, assez peu sur les machines tournantes. Et nous, on se propose aujourd'hui d'aller voir si ce serait susceptible de convenir pour des lignes d'arbres. Alors on ne va pas tout de suite réparer des lignes d'arbres avec ça. Dans le cadre de notre programme d'études amont, on va travailler sur des plaques dont on va d'abord identifier un procédé, ensuite procéder à des dépôts sous la forme du procédé retenu, et enfin contrôler la santé de la matière selon tous les critères cités précédemment. Voilà un exemple de travaux qu'on est en train de mener. Voilà, j'en ai fini pour ma partie technique. Je voulais terminer par un message qui était une rediff d'une de mes planches précédentes, qu'il s'agissait de dire qu'en fait la modernisation du MCO passe aujourd'hui bel et bien par des études amont, donc qui sont réalisées par des personnes qui travaillent dans le domaine de la R&D, mais que ces personnes, elles ne travaillent pas toutes seules. Nous, je fais partie du centre d'expertise des structures et matériaux navals. On travaille donc en partenariat avec tous les sites de Naval Group, et des partenaires externes qui sont parmi les plus pointus sur leur domaine respectif. Donc nous avons les écoles lyonnaises pour les aspects frottement, nous avons l'ENSTA Paris et le LMA pour les aspects détection de fissures, nous avons l'école polytechnique pour la propagation de fissures, nous avons l'ENSTA Bretagne pour la partie fatigue et notre filiale Sirena pour les instrumentations des navires. Voilà, tout ceci, ça se fait grâce à la DGA et bien sûr à la Marine nationale qui a l'extrême gentillesse de nous laisser accéder à son ou ses navires, et je leur en remercie à cet égard. Voilà. Et les officiers du Gardin, la promotion 2019 de l'école navale, vous nous avez exposé toutes les problématiques de maintenance en conditions opérationnelles des lignes d'arbres et toutes les difficultés que ça présente. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on privilégie encore ce système de propulsion alors qu'on a des systèmes comme les pods qui permettent une plus grande manœuvrabilité du bateau ou d'autres? C'est une bonne question. Disons que la manœuvrabilité n'est pas forcément le critère numéro 1 qui est recherché, que les pods présentent aussi leurs inconvénients en termes de puissance, en termes d'entretien, en termes etc. Enfin, en termes plutôt de vie, de durée de vie. Donc aujourd'hui, la ligne d'arbre, c'est malgré tout, c'est un système éprouvé. Ce que je vous ai présenté, c'est extrêmement minoritaire. Et ça fonctionne très très bien. Et à moins d'avoir un bâtiment dont on veut qu'il ait une maniabilité extrême, on n'a pas beaucoup d'intérêt aujourd'hui à mettre un pod. Et là, officier Lecluse, promotion N19.
Lorsque l'arbre est tournant, ou vu que souvent c'est très peu accessible, comment est-ce qu'on peut avoir une détection efficace des problèmes pour justement prévenir les casses ou les défaillances majeures? On envoie des plongeurs. Les plongeurs, ils accèdent, bon, bien souvent, ils peuvent accéder quand même à une bonne partie, mais l'erreur étant humaine, l'environnement n'est pas forcément toujours très favorable. On n'est pas à l'abri d'une erreur de temps en temps. Et puis après, la question de l'accessibilité pour le contrôle, c'en est une. L'accessibilité pour la réparation et la capacité de la solution de réparation à être appliquée en environnement, c'en est encore une autre. Donc c'est un peu ça les principaux verrous.